Merci Jean-Luc. Tu devais appeler nos invités, tu ne l'as pas fait, donc on va le faire. Mais donc voilà. Donc, on va faire le job. Alors, Maïder Arostegui, qui est maire de Biarritz et membre du comité directeur de l'AMF. Merci de venir nous rejoindre, madame le maire. Viviane Artigalas, sénatrice, présidente de l'association des maires des Hautes-Pyrénées. Venez vous nous rejoindre également. Jean-René Etchegaray, président de l'agglomération Pays Basque et également maire d'une grande commune du Pays Basque, puisque c'est la grande commune du Pays Basque, Bayonne. Et Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Il est déjà là, il n'a pas attendu qu'on l'appelle. On va laisser nos invités s'installer, s'abreuver, se saluer. On va évoquer, comme vous le précisez... oui, vous pouvez intervertir si vous voulez. Vous respectez l'ordre de l'appel, très bien. C'est tout, ça fonctionne également. Il n'y a pas de protocole. On va évoquer donc dans cette dernière table ronde, comme le précisaient dans leurs introductions Jean-Claude Drian et Cédric Peinturier, la question des échelons, comment on agit, la question aussi du rapport à la loi, à l'article 55 de la loi SRU, sur le pourcentage de logements sociaux, la question aussi des maires bâtisseurs qui sont souvent des maires battus. Voilà, on connaît les craintes de certains élus à lancer et valider des opérations et il avait été discuté ici il y a quelques années de ces périodes préélectorales qui voient les permis de construire gelés pour espérer être réélus. Et enfin, aussi, ce que l'on pourrait demander, la liste des courses, si je reprends la question que nous soufflait Jean-Claude Drian, finalement, les élus locaux aux différentes échelles, qu'est-ce que vous voulez et comment vous voulez vous organiser, qui sera suivi de la non moins pertinente question de Cédric Peinturier, comment conjuguer l'ensemble de vos égoïsmes pour faire le bonheur de vos administrés, quel que soit l'échelon de cette administration. On va commencer avec vous tout de suite, Maïder Arostegui, vous êtes maire de Biarritz. Alors vous n'êtes pas une bonne élève, en tout cas votre commune n'est pas une bonne élève concernant la loi SRU, puisque je crois que vous avez, c'est un fait qui est partagé, qui est connu. Égoïste et mauvais élève, ça commence bien. Voilà, écoutez, c'est comme ça, je crois que vous avez 11% de logements sociaux quand il en faudrait 25, donc certes vous héritez aussi d'une situation, donc au-delà de cette introduction qui m'a été assez facile, et quoique peut-être désagréable pour vous, enfin je ne sais pas, mais pouvez-vous faire un bilan, parce que vous arrivez avec 11% aujourd'hui, pourtant vous êtes une maire bâtisseuse, aujourd'hui vous engagez des programmes où vous avez jusqu'à 60% de logements sociaux dans vos programmations, donc ce qui n'est pas un 20 chiffre, un petit chiffre. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un bilan de la situation du logement dans votre commune et aussi expliquer pourquoi aussi on en arrive là, pourquoi on est aujourd'hui avec 11% quand d'autres communes du département ou d'ailleurs ont pu avoir un meilleur pourcentage. Et si Jean-Luc et Cédric pouvaient parler un petit peu moins fort. Merci. Alors c'est très simple, Biarritz c'est la ville la plus dense du département et a plus de 50% de son territoire qui n'est pas constructible, entre la loi littorale, entre les espaces naturels, Natura 2000. Et donc sur la plus grande partie de ma commune, je ne peux pas, ou n'importe quel autre maire hier ou demain, ne peut pas construire parce qu'aujourd'hui, le législateur me l'interdit. Donc on fait appel à ce qu'on appelle les dents creuses, bien sûr, et on fait aussi appel aux derniers territoires constructibles. On en a deux. On a ce qu'on appelle le plateau Aguilera, qui est une plaine sportive et qui appartient à la ville, qui a été achetée en 1906 par un maire qui s'appelait Pierre Forsens, qui a été un visionnaire pour cela. Et aujourd'hui, par le biais d'une procédure qui est extrêmement lourde, 3 ans, voire 4 ans de procédure administrative qui s'appelle la MECDU, la mise en compatibilité des documents d'urbanisme qui doit passer par la communauté d'agglomération. Et je remercie son président Jean-René Etchegaray pour cet accompagnement et son aide. Nous avons enfin réussi à rendre constructibles ces terrains qui ne l'étaient pas. Donc ça, c'est le premier travail. Et donc, il nous revient aujourd'hui d'essayer de combler ce retard qui est historique. Mais moi, la question que je me pose quand je suis arrivée, je me suis dit, je suis à 11%, il en faut 25, mais qui a décidé qu'il en faut 25 ? Moi, je ne sais pas s'il en faut 25, 30, 40, 50. Ce que je sais, c'est que je suis venue avec Patricia Pauvab, qui est mon adjointe au logement, et que nous passons nos journées, alors moi, moins qu'elle, bien évidemment, à recevoir des personnes qui sont dans des situations dramatiques à chaque fois, qui sont différentes. Il faut savoir que sur les villes de la côte, nous avons
avons un taux maximum de familles monoparentales. Nous avons beaucoup de ce que j'appelle mes petites mamies, c'est-à-dire des personnes seniors qui sont avec des toutes petites retraites et qui sont locataires toute leur vie et qui, lorsque le propriétaire décède, sont fichus dehors par les héritiers qui souvent le font parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les droits de succession. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc nous essayons non pas de combler le retard parce que voilà, c'est comme le hamster dans sa roue, c'est absolument impossible. Mais c'est comment est-ce qu'on essaye de répondre d'une façon pragmatique à des situations dramatiques sur le territoire. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire que je me fiche d'être une mauvaise élève. Moi, ce que je voudrais, c'est un État qui m'accompagne. C'est pas vous, c'est la commune. Mais je l'assume parfaitement. Je ne personnifiais pas. Bien sûr. Non, mais nous l'assumons parfaitement. Moi, la question, c'est pas de dire est-ce que je deviens bon élève ou mauvais élève. La question, c'est de dire comment est-ce que je réponds aux difficultés qui existent sur mon territoire et comment est-ce que l'État, le législateur, sont en capacité de m'accompagner, de m'aider pour faire du logement social intermédiaire. Donc, évidemment, je ne vais pas demander à l'État de rendre les territoires Natura 2000 constructibles, mais je vais lui demander, par exemple, parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit un projet, un recours. Donc, vous avez une construction, qu'elle soit sociale, pas sociale, le voisin fait un recours, parce qu'en parlant d'égoïsme, eh bien oui, et c'est renforcé depuis le Covid, personne ne veut qu'à côté de chez lui, il y ait une résidence. Même si vous faites du R+2, du R+3, ça ne va jamais. Donc, plutôt que d'avoir 3, 4, 5 ans d'attente pour que les projets sortent, y compris les petits projets, que l'État, que le législateur puisse accompagner les communes comme la mienne dans une accélération de la production du logement social. Autre problème aussi d'une ville égoïste et mauvaise élève. On viendra tout à l'heure à ce que vous demandez justement. Voilà. L'idée, c'était de faire un diagnostic. Voilà, mais je voudrais juste compléter ce diagnostic. Est-ce que vous avez mis en œuvre également, vous n'avez pas cité ce que vous avez fait sur le logement, les meublés de tourisme également. Alors, ça, on l'a fait. Peut-être qu'effectivement, le président de l'agglomération pourra vous le détailler. Moi, juste, ce que je voudrais pour que les personnes qui soient présentes puissent comprendre la difficulté qui est celle d'un maire de Biarritz, c'est que pour produire du logement social, le foncier est tellement cher que la ville doit subventionner, doit accompagner les bailleurs sociaux, et on est par habitation entre 40 000 et 150 000 euros de subvention. Comment voulez-vous qu'une ville de 26 000 habitants, et quand on dit une ville riche, on n'est pas une ville riche, on est une ville dans laquelle, bien sûr, il y a des gens qui sont riches, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont précaires, et donc une ville de 26 000 habitants, aujourd'hui, elle ne peut plus continuer à fournir des subventions aussi importantes, même si, voilà, on adore nos bailleurs sociaux, mais on n'est plus en capacité de le faire. Donc vous êtes face à une difficulté pour financer la production de logements, vous êtes face à une difficulté pour identifier des fonciers pour produire du logement. Vous avez des problématiques qui sont particulières, puisque vous êtes une ville qui attire beaucoup de personnes avec un haut pouvoir d'achat, avec un effet de centrifugeuse qui ne va qu'en s'intensifiant. Vous êtes face à une situation qui est extrêmement compliquée. On reviendra tout à l'heure sur les pistes de solutions. Vous en avez évoqué une sur la question des recours. Vous avez quelque chose à ajouter sur ce diagnostic? Parce que le meublé de tourisme, vous avez fait des choses, donc même si vous laissez la primeur à l'agglomération pour détailler, peut-être que ce serait intéressant que vous donniez votre vision. Je vais en reparler, aussi. Mais juste, c'est important aussi, puisque je suis une mauvaise élève, vous l'avez rappelé. J'ai pas dit ça. Mais il faut voilà, vis-à-vis de la loi, c'est un fait. Je prends une amende. Quand on n'est pas dans les clous, on prend des amendes. Donc, on payait, la ville de Biarritz, payait une amende loi SRU de 1 million, à peu près entre 1 million et 1,2 million. Cette année, malgré le contrat de mixité sociale, on vient de nous infliger 1,2 million supplémentaires. C'est-à-dire je suis à peu près 2,5 millions de pénalités loi SRU. Donc vous imaginez, pendant une année, alors que j'ai voté mon budget, comment je fais pour terminer mon année. 1,2 million, c'est énorme, c'est de la voirie en moins, c'est l'entretien des écoles, c'est le nettoyage des rues, etc., etc. C'est les associations sportives, c'est la culture qui va en pâtir. Donc aujourd'hui, comment fait-on pour accompagner les communes dans une incitation à faire du logement social et non pas le coup de bâton parce que on n'arrive pas à faire du logement social. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, vous avez envie de prendre en charge cette question. Aujourd'hui, ça vous coûte, parce que vous n'êtes pas dans les clous de la loi, et nul n'est censé ignorer la loi, et en particulier les élus, qui doivent la faire appliquer. Les élus sont élus par leurs administrés. Il y a aussi peut-être aussi une forme de responsabilité à chercher aussi par ceux qui ont élu les précédents maires et qui font qu'aujourd'hui la ville en est là. On peut pas. Enfin, je comprends votre problématique, mais il faut aussi regarder ça dans un temps un petit peu plus long. Qu'est-ce que vous leur dites aussi à vos administrés, parce que cette situation est un peu aussi un peu leur bilan?
Alors, je pense qu'ils s'en fichent pas mal, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils ont élu un maire qui doit trouver des solutions, qui doit répondre à leurs attentes. Donc, on y travaille en essayant de passer beaucoup de temps à boucler les budgets, donc à faire des comptes d'apothicaire. Est-ce que je prends 100 000 sur l'un, 150 000 sur l'autre, pour boucler le budget? Voilà, ça c'est ma problématique. Je tape à toutes les portes de beaucoup de législateurs. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être reçu au Sénat, d'avoir des relations tout à fait cordiales avec l'ensemble de nos représentants parlementaires, y compris les ministres. Mais j'attends. Enfin voilà, je suis comme sœur Anne et on avance. T'as la rouleau compresseur dans le projet Aguilera, malgré les oppositions. Et on travaille également d'ores et déjà avec la communauté d'agglomération sur un autre foncier qui cette fois-ci n'appartient pas à la ville, mais qui reste disponible à la fois pour faire de l'économique et du logement, qui est le quartier Irati, qui est un quartier de cœur de ville. Merci. Maïder Arostegui. On va chez le voisin de Bayonne, Jean-René Tchegaray. Alors, la commune est meilleure élève. Je ne sais pas si le maire l'est, mais la commune, oui. Est-ce que, puisque vous êtes dans les clous de la loi SRU, est-ce que c'est lié au fait que c'est plus facile aussi que Biarritz parce qu'il n'y a pas la mer, donc on peut bâtir? Et qu'est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce que vous mettez toujours en place? Madame Arostegui parlait de subventions aux bailleurs sociaux pour les aider à continuer à en faire. Est-ce que vous aussi, vous êtes là-dedans? Est-ce que le plus dur, finalement, c'est pas d'y rester à ce seuil de 26 ou 27%, je crois que vous êtes 28%. Comment vous faites? Alors, la géographie nous aide. Et elle, effectivement, n'aide pas la commune de Biarritz. Du reste, il y a aussi des communes de montagne qui ont aussi une loi qui n'est pas la loi littorale, mais la loi montagne, qui se trouvent confrontées aux mêmes contraintes en matière de construction. Nous n'avons pas effectivement ces contraintes, mais il y a une autre réalité, c'est que Bayonne est une ville-centre et que et c'est ce qui s'est passé à la fin des années 60 avec Henri Grenet, il s'est agi de recevoir la population à la suite de la décolonisation et aussi de l'exode rural. C'est ainsi que la plupart des cités ont été construites à Bayonne en fin des années 60. Ça avait commencé même dans les années 50, et surtout les années 60 et 70. Si aujourd'hui on veut rester au niveau où nous sommes, parce que nous considérons que, et ça, majorité, opposition confondue, considérer qu'on ne peut pas faire, au regard de ce que sont les contraintes d'une ville centre, c'est qu'on ne peut pas avoir des opérations d'envergure qui fassent moins de 40 ou 45% de logements sociaux. Et les 3 opérations qu'on mène actuellement, une de 350 logements sous la houlette de Habitat Sud-Atlantique, le directeur général, et ce grand monsieur qui est tout à fait au fond, 350 logements avec 45% de logements sociaux. L'autre opération se passe dans un autre quartier de Bayonne, c'est 200 logements supplémentaires. Bon, au total, en gros, près de 800 logements sur 3 opérations sous maîtrise publique, car vous n'avez pas de maîtrise publique, vous ne faites pas les choses. Il faut quand même avoir conscience d'une chose, si vous laissez le marché faire, vous ne faites rien, ou tout au moins vous subissez, et vous n'avez pas d'action sur les choses. Alors donc, il faut avoir des opérations sous maîtrise publique, c'est ce que nous avons, et c'est ce qui nous permet en effet aujourd'hui de nous maintenir à 30%, parce que je considère qu'on ne peut pas être à moins, au regard... Alors, ce n'est pas forcément l'objectif politique seulement qu'on se fixe, c'est la réalité de ce qu'est la sociologie de notre population. La sociologie de nos habitants. Je ne parle pas de ceux qui nous rejoignent et sont tout à fait bien reçus, et d'autres régions de France qui trouvent que notre climat est sympathique et qui ont généralement des moyens financiers bien supérieurs à ceux de notre population. Mais si nous voulons, nous, avoir encore une action sur le réel en termes de logement, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des opérations d'envergure avec une proportion de, pour ce qui nous concerne, 45% de logements sociaux. Alors là, ceux qui ont un retard considérable, c'est plutôt 60, voire 70%, quand ce n'est pas 100%, puisqu'il y a des opérations possibles aussi à 100% de logements sociaux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on tente de faire autant que faire se peut. Je veux dire quand même une chose, et je termine là-dessus, pas seulement comme maire de Bayonne, mais comme président de la communauté d'agglomération, il y a des efforts considérables qui ont été réalisés depuis ces 10 dernières années au Pays Basque. Alors, on prend souvent l'exemple du Pays Basque en disant qu'il manque beaucoup de logements sociaux. Oui, il en manque encore, eu égard à la rareté du foncier et à l'attractivité du territoire, mais
les maires sont conscients de cela et prennent quand même des dispositions, préemption, expropriation, mettent en place des opérations et souvent, bien sûr, en partenariat également avec l'État, chaque fois qu'il peut y avoir une aide qui nous est apportée par l'autorité étatique. Il y a combien de communes carencées ? Alors, des communes carencées, écoutez, toutes en dehors de Bayonne. Toutes en dehors de Bayonne. Voilà. Très bien. Bon. Et avec votre casquette Alors, il faut savoir que c'est au-delà de 3500 habitants qu'il y a une obligation. Et les 3500 habitants, il faut avoir conscience que ça arrive très vite. Vous savez, moi, je suis issu d'une ville, je ne suis pas de Bayonne, je suis de Briscousse. Je suis né dans une commune où il y avait 800 habitants. Il y en a aujourd'hui près de 4000. Et donc, la plupart des villes de la couronne de l'agglomération bayonnaise, quand je dis bayonnaise, c'est au sens très large, ce sont des communes qui, regardez Boucau, le nombre d'habitants qu'il y a à Boucau, et je dirais même Tarnos, qui est dans le département voisin des Landes, mais qui est quand même sous l'influence de l'agglomération. Et là aussi, la population a augmenté d'une manière considérable. Donc, on se retrouve là, on est rattrapé. Et il y a beaucoup de communes qui se sont laissées rattraper, qui n'imaginaient pas qu'effectivement, ils devraient un jour se préparer à passer par les fourches codines d'une loi SRU qui a malgré tout 24 ans. Et avec toutes ces communes carencées, et donc autant de pénalités à payer, c'est l'agglomération qui les perçoit ? Alors, partiellement. C'est la communauté fléchée politique de l'habitat. Et heureusement, parce que, vous savez, le vice-président en charge de l'habitat est encore parmi nous. Donc c'est une satisfaction pour vous. C'est une satisfaction pour la maire de Biarritz qui sait que l'argent va au logement, en fait, du coup. Elle le sait bien. Elle sait qu'on travaille pour ça. Et vous pensez bien que les communes telles que Biarritz, qui ont effectivement ce challenge à régler... Biarritz ne pourra pas rattraper le retard. Cette loi... Bon, c'est le problème des lois dans ce pays, et qui sont les mêmes où qu'on se trouve. Voilà, on parlait de différenciation tout à l'heure. Je ne dis pas qu'il faut revoir la loi SRU parce que je pense que c'est une loi qui est un véritable socle de la politique sociale de l'habitat dans ce pays. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir sur le principe de la loi SRU, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a des villes qui ont... il y a des zones inondables aussi. Moi, je connais des maires qui viennent me dire j'ai 60% de zones inondables qui sont sous PPRI et il faut que je satisfasse les obligations. Il ne me reste qu'une quarantaine d'hectares. Et alors, Lausanne étant passé par là, je ne vous raconte pas la difficulté qu'il y a avec Lausanne, qui s'ajoute avec la loi climat-résilience, pour trouver les terrains où on peut rattraper ce retard. Parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que les maires sont confrontés à ces difficultés où la législation évolue, et je ne dis pas que cette loi était inutile, je la défends, et je dis ici que c'est la responsabilité de la région, et la vice-présidente région s'est exprimée tout à l'heure avec le SRADET, qui est la première SAS, le premier SAS par lequel passe l'application de la loi climat-résilience, avec des objectifs qui sont fixés dans le SRADET et que nous allons ensuite nous décliner dans nos schémas de cohérence territoriale. Mais tout ça va aboutir à des impossibilités en termes de construction qui rend l'exercice des maires qui sont confrontés à l'obligation de production de logements particulièrement périlleuse. Viviane Artigalas, vous êtes sénatrice et présidente de l'Association des maires des Hautes-Pyrénées. Il y a moins de problématiques SRU dans les Hautes-Pyrénées, mais en termes de problématiques de besoin de logement, est-ce que vous êtes confronté à des difficultés et y a-t-il aussi des formes d'égoïsme locaux, pour reprendre les termes du débat? Je ne fais que reprendre l'intitulé de la table ronde. Comment vous analyseriez la situation du logement dans votre département? Oui, avec vos multiples casquettes, puisque vous êtes à la fois maire, sénatrice des Hautes-Pyrénées et présidente. Non, maire, je ne suis plus maire. Oui, mais plus maire, vous l'avez été. J'expliquerai à ceux qui le veulent pourquoi cette anomalie. En n'étant plus maire, je suis toujours présidente de l'association des maires. Voilà. C'est une façon de contourner le fait qu'on ne peut plus être maire. Voilà. Donc, les statuts de mon association permettaient que je reste présidente de l'association des maires. Et je l'ai fait avec grand plaisir parce que ça me permet vraiment de garder ce lien
lien avec les territoires et avec les élus locaux que particulièrement les maires, et donc de présider ce conseil d'administration. Donc vraiment, c'est important pour moi. Oui, parce que je me rends bien compte, du coup, dans mon département, que la crise du logement, elle est partout. Elle est partout, cette crise du logement. Elle est alors moindre que dans le Pays Basque, particulièrement sur la zone littorale, mais elle est en zone de montagne, elle est moins en zone urbaine sur les deux grandes agglomérations du département Tarbes et Lourdes, bien moins en difficulté là, sur ce sujet, mais elle est aussi en zone rurale et en zone périurbaine. Et on voit bien que des jeunes, particulièrement en ruralité aussi et en zone de montagne, ont du mal par l'augmentation du prix de foncier, par l'attrait touristique que représente, y compris la ruralité dans notre département. On voit bien qu'ils ont du mal à se loger, les prix augmentent énormément, les loyers, donc particulièrement dans les stations de ski, alors qui ne sont pas que des stations d'hiver, où il n'y a pas que de la saisonnalité d'hiver, puisque ce sont des stations souvent thermales et qui ont, disons, des touristes toute l'année. Nous avons plus de monde en été qu'en hiver dans nos villages stations de montagne. Ce sont avant tout des villages. Et je prends l'exemple de Cotterêts, par exemple, chez moi. Cotterêts est un village de montagne que tout le monde connaît, où il y a une station de ski, mais qui est aussi grand site touristique, où il y a beaucoup de randonnées, de thermalisme. Donc l'été, c'est complet. Cotterêts, 92% de résidences secondaires et de meublés de tourisme. Plus un jeune ne peut se loger à Cotterêts. Ah, c'est record, les gens ne peuvent, à moins d'avoir une famille qui a une maison et qui peuvent aménager quelque chose à côté, encore quand ils en ont les moyens. Mais quand il y a des ventes, ça se vend à des prix défiant toute concurrence. Et le paradoxe, c'est pour ça moi je travaille beaucoup sur ces sujets-là aussi. Donc on était en attente, nous aussi, de cette loi sur les meublés de tourisme, que j'ai beaucoup suivi au Sénat, mais sur d'autres choses aussi, sur cette histoire de la décorrélation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires avec le foncier bâti. Moi, ne peuvent décorréler que ceux qui sont dans le décret TLV. Or, alors on explique là, parce que ça fait beaucoup d'acronymes et beaucoup de complexité. Alors, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, c'est la seule qui reste. Et elle est corrélée... À la main des maires. Oui, à la main des maires. C'est la seule fiscalité, enfin c'est la dernière taxe d'habitation qui reste pour les maires, c'est-à-dire fiscalité dynamique. Elle est corrélée à la taxe sur le foncier bâti, sauf pour les communes qui sont dans le décret TLV, donc les anciennes communes, les 550 000 habitants en zone continue urbaine, et plus les rajouts qui ont été faits là récemment. Oui, TLV, taxe sur le logement vacant, pardon, taxe sur le logement vacant. Et donc, moi, j'avais déposé des amendements dans le projet de loi de finances pour que, quelle que soit la commune, cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires soit décollée de la taxe sur les logements vacants, sur le foncier bâti. Parce que ça me paraît important de garder cette autonomie des collectivités locales qui puissent à un moment donné jouer sur le peu de fiscalité qu'il leur reste, c'est-à-dire en décorrélant cette taxe, en choisissant d'augmenter une taxe ou l'autre en fonction de leurs besoins. Mais ça n'a pas été possible, ça n'a pas été retenu. Par contre, ils ont élargi le décret, les communes rentrant dans le décret TLV qui permet cette décorrélation et qui permet d'autres choses aussi. Mais dans mon département, au départ, j'étais allée voir le ministère pour savoir, c'était Olivier Klein qui était ministre à l'époque, j'étais allée voir le ministère pour savoir quelles communes de mon département étaient dans ce décret. Il y en avait 5 communes de la vallée où j'habite, 4 petites communes. 4 petites communes de cette vallée qui n'ont aucun problème de logement, qui ont très peu de logements touristiques et il y en a une, je crois qu'il y a que 50 habitants. Voilà. Et Saint-Lary, bien sûr, Saint-Lary, c'était tout à fait logique qu'il soit dans ce décret. Donc j'ai dit, je suis venue pour demander
amener les communes qui devaient y être, Cauterets, Loudunvielle, toutes les stations de ski qui ont vraiment d'énormes problèmes avec ça. Et le ministre m'a croisé, quand on parlait de défiance envers les élus locaux, le ministre, j'ai croisé Olivier Klein dans les couloirs, qui m'a dit « Oui, mais vous comprenez, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que les maires, ils vivent aussi de l'économie touristique, il ne faut pas qu'ils se tirent une balle dans le pied en se privant des gens, des touristes qui viennent pour faire vivre leur économie. » Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais vous pensez que les maires ne sont pas conscients de ça et qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils doivent faire pour maintenir cet équilibre entre économie touristique et loger leurs habitants? Vous ne pensez pas qu'ils sont capables de faire ce travail-là? Donc quand on parlait de défiance et d'égoïsme locaux, on est à un moment donné plutôt, moi je parlais dans ce manque de confiance dans les responsabilités qu'ont les élus locaux, et on le voit ici quand on discute un petit peu, c'est des responsabilités dont ils sont conscients. Donc et ça, on a cette forme de défiance parfois de l'État ou de nos gouvernements avec ce qu'est la politique locale, comme si on n'était pas capable, j'ai été maire, on n'était pas capable, les élus locaux, de monter un projet municipal, un projet local, tout en respectant la réglementation et en faisant attention à ne pas mettre en péril nos territoires, notre économie locale. Et donc, du coup, pour revenir sur les manques en termes de logement, là, vous les estimez comment dans votre département? Comment ça se manifeste? Vous disiez, on a des problèmes dans le rural. Vous avez des chiffres en termes de production? Oui, alors, oui, c'est-à-dire, même en milieu rural, on ne trouve... Alors, il y a la question du ZAN aussi. Donc, en milieu rural, la plupart des communes de mon département, en milieu rural, plutôt dans la plaine, sont au RNU. Donc en ce moment, les services de l'État refusent tout projet de construction dans les petites communes rurales. Donc il ne reste que des maisons, des maisons à vendre et à retaper qui se vendent très cher, qui se vendent en résidence secondaire par des gens qui ont les moyens d'acheter, et puis les vendeurs vendent au plus offrant, et surtout de rénover ces résidences. Et les jeunes ne peuvent plus. Donc ils ne peuvent plus construire. Même des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer près de l'exploitation de leurs parents qui veulent reprendre ne peuvent plus construire. Et par exemple, dans mon village, alors moi j'ai une position un peu particulière. J'habite dans un village de montagne, 750 habitants, au pied du col du Soulor. Il n'y a pas de station de ski, mais c'est quand même très touristique. Après le Covid, toutes les maisons libres de mon village se sont vendues à des prix très très chers et réhabilitées à des prix très très chers. Et les granges, chez moi, c'est dans la pleine montagne, on se vend à des tarifs incroyables. Donc les jeunes qui avant retapaient ces granges pour habiter un petit peu les granges qu'on appelle les granges foraines ne peuvent plus le faire. Donc on se retrouve, par exemple, moi dans mon village, j'ai 120 emplois de l'association des paralysés de France. Il y a 3 établissements de l'association des paralysés de France. On ne trouve plus de personnes, bon, les gens partent à la retraite, ou on ne trouve plus personne parce que alors pourtant il y a des logements sociaux, mais ils sont tous occupés, et on a du mal à en construire plus parce que par manque de terrain aussi. Et donc on est dans... Alors moi je suis pas soumis à la loi, on n'est pas soumis à la loi SRU, mais on en a quand même construit beaucoup pour satisfaire les besoins, mais on n'en a plus les moyens d'en faire, et donc ils ne peuvent plus se loger. Donc on a du mal à recruter ces services à la personne, surtout, qui sont pas très bien payés aussi. On a du mal à les recruter parce qu'ils ne trouvent plus de loyer accessible pour eux. Donc vous voyez, même dans des zones moins touristiques, on est quand même saisi par ces problèmes de logement. Jean-Jacques Lasserre, on a parlé de SRU. Rappelons que le S de SRU, c'est solidarité. Solidarité, c'est une des principales compétences du département. Mais en revanche, tout à l'heure, on écoutait Jean-Claude Drian qui disait que sur les compétences logement, c'était les agglomérations aujourd'hui qui avaient qui avait le leadership, on va dire. Vous, comment vous vous situez? Quel est le rôle du département aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le logement? Et là, la question qui vous brûle les lèvres, la notion de l'égoïsme pourrait également s'enclencher là-dessus. C'était la deuxième question. Non, mais effectivement, c'est une vraie question. Nous sommes dans un département particulier.
nous avons toujours eu une tradition d'intervention très active et positive dans notre département. Ça remonte à des décennies. Bon, les cheveux blancs que j'ai vous attestent d'un peu d'antériorité quand même. Tant que j'ai un peu de mémoire, je l'évoque. On a toujours eu beaucoup de goût pour, oui, de vrai goût pour ces questions du logement. Et puis au fil des années, on a vu que ça prend le visage qui vient d'être développé. Alors, de la côte basque jusqu'à Saint-Henri, la Mongie et compagnie. Même type au bout du compte, même type de problématique. Pour avoir écouté très attentivement les débats de toute cette journée, pour avoir écouté les points de vue qui ont été formulés, moi j'ai noté quand même qu'un leitmotiv revient en permanence. Donnons au territoire, le mot territoire a été prononcé 1000 fois depuis ce matin, donnons au territoire les possibilités de mieux intervenir chez eux. Alors ça ne met pas, comment dirais-je, en question les relations naturelles, normales qu'il faut y avoir avec l'État qui est très étendu, parce que c'est quand même le garant de certaines choses auxquelles nous sommes très attachés. Mais moi j'ai relevé ça aussi parce que voulez-vous, ma vie d'élu a été ponctuée de grands moments. J'ai toujours été très attaché, mais je réponds un peu à votre question, à la structure départementale. Pourquoi ? Parce que, à mes yeux, au regard des compétences actuelles, il y a la dimension sociale. Et allez me dire si dans les obligations sociales qu'on doit essayer d'exercer au mieux, la question du logement n'est pas importante, elle est fondamentale. Quel que soit le sujet social, des personnes âgées jusqu'aux éremistes auxquels on essaie de procurer un parcours avec beaucoup de partenaires d'ailleurs, bref. Et il y a aussi la dimension territoriale. Et c'est sur ça que moi je voudrais revenir un instant pour essayer d'apporter mon point de vue. Je pense que ces dimensions territoriales n'ont pas été abordées très très bien dans les années passées. Et j'ai eu l'occasion de vérifier que trop souvent, des pensées, certes venant de personnes qui voulaient faire du bien à la société, mais des pensées trop centralisées, des pensées parisiennes très souvent, essayer, comment dirais-je, de diffuser le bien fondé de leur point de vue, et souvent sans prendre conscience suffisamment des trajectoires, des problèmes et des ambitions locales. Moi, je suis persuadé que dans cette discussion, il n'y aura pas d'avenir pour le logement comme pour beaucoup d'autres sujets, sans qu'il y ait une réappropriation en termes de responsabilité. Beaucoup plus forte dans les années à venir. Alors, mettons de côté l'égoïsme, mais reprenons le mot que vous avez prononcé, et vous aussi, c'est le mot de confiance. Est-ce qu'on peut, sans être boy scout, sans se mettre un droit, est-ce qu'on peut imaginer des constructions davantage fondées sur la confiance ? Parce qu'au bout du compte, les égoïsmes, c'est très bien. L'égoïsme, un gars qui transpire pour sa collectivité, tant mieux. C'est le défaut d'implication, des fois, qui est dommageable. Mais à une condition, qu'il ait un regard sur les bordures et sur les périphéries. Et là, je crois que quand on aborde ce nécessaire regard sur tout ce qui est différent des collectivités que nous administrons égoïstement des fois, tout ceci est nécessaire parce qu'on se rend compte que la vie, ça va à toute allure. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont jamais limités à des frontières administratives. Il y a tellement de détergence. Moi, j'ai la chance, Lionel Corse, de travailler un peu avec les gens de Tarnos. Quand j'apprends que le foyer des jeunes travailleurs de Tarnos est immatriculé 40, département de gauche, qui accueille des jeunes de droite, majoritairement, la vie n'a pas ses frontières, la vie n'a pas ses limites. Et c'est le regard qu'on doit porter, je pense, quand on gère une collectivité, sur ce qui se passe dans les environs. Je pense véritablement que, prenant les choses par le commencement, on a toujours besoin, et peut-être maintenant plus que jamais, j'ai un peu la mémoire des exercices Pays Basque 2010 et tout ça qu'on avait essayé de mettre en route dans des moments dramatiques, Jean-René, de la vie locale en Pays Basque, à l'époque où la violence était... Bon, bref. Je crois qu'on ne perd jamais du temps à engager une réflexion collective, y compris sur le devenir de nos territoires. Qu'est-ce que nous voulons dans nos territoires? Qu'est-ce que nous voulons pour les gens qui y habitent? Qu'est-ce que nous voulons en faire pour les gens que nous avons l'obligation de recevoir? Que voulez-vous? Quand moi je recevais, quand nous avions chez nous des gens venant de Paris après le Covid qui avaient passé 2 ou 3 mois dans du 40 mètres carrés et que tu vois, il y avait des regards obliques qui les regardaient venir chez nous, je me dis, c'est pas normal, c'est pas bien tout ça, même sujet sur d'autres, beaucoup plus graves. Donc, une réflexion sur les territorialisations me semble devoir être, réintensifié ou imaginé. Et là, on a un devoir collectif, on est tous un peu responsables de ce défaut de réflexion. On a besoin de se le réapproprier. Quand on regarde l'histoire, ici, que voulez-vous, nos vécus respectifs sont toujours intéressants. Nous sommes dans une région, je m'en souviens, il y a une génération et demie, une crise économique terrible, personne ne voulait du lait de brebis.
Donc, vous allez, c'était une génération et demie, même pas de génération. Il y a quelques personnes qui se souviennent de cette époque-là. Les industriels collectaient 12 millions de litres de lait de brebis dans ce secteur. Comment dirais-je, un déferlement d'initiative, de volonté, d'accompagnement technique, d'accompagnement financier. Nous en sommes maintenant à 70 millions de litres de lait collectés, ce qui veut dire que s'arc-bouter sur des situations qui provoquaient des réactions, c'est des pays foutus, l'agriculture elle est morte, il y aura d'avenir que pour les grandes régions. Cette pensée qui était une pensée unique et qui était assez parachutée et qui contrebattait tout de même le réflexe identitaire que nous avons dans nos régions. Heureusement qu'on n'a pas écouté ça. Heureusement. Et ce qui me fait dire qu'une réflexion collective sur le devenir du territoire restera toujours d'actualité. Ce qui se passe en zone de montagne, on n'aurait pas pensé il y a une trentaine d'années que la nouvelle propension des consommateurs de tourisme, appelons-le comme ça, à aller dans la zone de montagne, on n'aurait pas pensé que ça prendrait ces dimensions. Bravo pour ce que vous avez fait d'ailleurs. Et puis on regarde, nous aussi, on essaie de voir ce qu'on peut pomper d'intéressant chez les gens que vous suivez. Non mais je veux dire, la société consommatrice de tourisme a un goût, une recherche qui n'existait pas il y a une quarantaine d'années. Et en termes d'aménagement du territoire, si on n'intègre pas un peu de prospective, un peu de sensibilité et un peu de prise de risque, parce que c'est ça qui est terrible dans la vie, on s'interdit la prise de risque parce que toujours peur d'être sanctionné ou parce qu'on n'a pas les moyens. Alors voilà, moi, tout ce que c'est plus facile à dire, à évoquer qu'à faire, mais s'il fallait, je pense, retenir des choses importantes sur ce qui a été dit était très intéressant, c'est ça. Réflexion collective, c'est très important, d'autant qu'il n'y a que la réflexion collective qui peut procurer de l'acceptabilité des projets. Rappelons-nous les grands événements qu'il y a eu dans la société, les gilets jaunes et la carence qu'il y a pour une part importante de notre société à participer à son évolution. C'est bien en commençant par le débat qu'on devrait essayer de traiter de ces problèmes-là. Alors voilà, moi, c'est ce que je dis. On a beaucoup parlé de décentralisation. Monsieur le préfet qui a tiré des conclusions définitives. Je ne veux pas être égoïste, mais je pense que depuis quelques années, s'agissant au moins de la collectivité que je préside, on a tout faux en France. L'État a centralisé la richesse financière. Nous avons perdu toute la fiscalité. Absence de confiance. Est-ce que ceux qui ont pris cette décision, qui ne sont pas d'ici bien entendu, ceux qui ont pris cette décision, considéraient que nous étions imprudents ou mauvais gestionnaires pour en arriver où nous sommes, ce qui est totalement faux, mais en tout cas ça s'est passé comme ça, ce qui fait que beaucoup de collectivités, notamment les départements, sont dans une situation de telle dépendance financière, dépendance au niveau bien sûr des compétences, mais dépendance financière, qui crée un mal-être terrible, un mal-être inimaginable et qui ne pourra pas durer. Alors que nous sommes les garants, alors pardonnez-moi, j'en remets une couche, notamment de la cohésion sociale et notamment de l'équilibre des territoires. Et je termine avec ça. Rappelez-vous, il y a quelques années, les grandes solutions qui étaient les métropoles. Il n'y avait de solution que dans le gigantisme. Madame la conseillère régionale, j'ai été conseiller régional d'Aquitaine, elle est partie là. Moi, je me souviens des grands débats de l'époque. Il s'agissait de faire de nos régions l'équivalent des Landes ou des autonomies type Euskadi, Navarre et Aragon. Quand l'ancienne Aquitaine, 2,5 millions d'habitants, Euskadi, 2,5 millions d'habitants, le prélèvement fiscal de 1 à 12. De 1 à 12. Bon. Je ne dis pas que ce sont des modèles parce qu'ils ont aussi leurs soucis. Je viens de passer quelques jours en Catalogne, tout n'est pas simple non plus. Mais je veux dire simplement, il y a eu de l'absence de confiance de l'État en direction des collectivités locales lorsque l'architecture fiscale a été mise en place pour en arriver maintenant au niveau des collectivités à un État que je rappelle de totale subordination qui nous entrave complètement dans les initiatives. Nous savons qu'il y a de la richesse territoriale. Regardons autour de nous, il y a un très bel exercice auquel je me livre assez souvent, la réussite des entreprises. Ça tient, pas toujours, mais assez souvent, aux gestes de folie, aux gestes d'audace, aux gestes d'ancrage local et de capacité à transpirer au local, parce qu'on est de là, plus que d'une autre façon. Ça tient aussi à des choses qui sont difficiles à mettre en équation et qui tiennent très souvent à la volonté de l'intelligence. Il y en a partout, il n'est pas non plus réparti équitablement, ou alors il faudrait connaître ça tient beaucoup aux capacités d'initiative, aux capacités d'entreprendre, et qui elles-mêmes ont besoin non seulement d'accompagnement, mais avant d'accompagnement, de compréhension de ceux qui ont une parcelle de pouvoir d'accompagnement, justement. Et moi, c'est un peu ce que je retiens de ces discussions. Alors, égoïsme, moi je resterai égoïste, bien entendu, pour défendre la position de l'État. Autorité organisatrice, monsieur le préfet. Et si nous y mettions en S, et si on était 2 ou 3 pour fonder quelque chose de particulier, que voulez-vous Fonds des codeurs. Autorité organisatrice de l'habitat. Hein,
Autrement dit, l'exercice non abouti, vous l'avez bien dit. Une coquille vide. C'est pour ça que je ne m'en suis jamais trop préoccupé, parce que j'ai vu que le contenu n'a jamais été travaillé. Le slogan, oui, il a fait marner, saliver et galoper pas mal d'intervenants. Mais en matière d'organisation de l'habitat, moi, je pense qu'il ne serait pas... On a évoqué ça lorsqu'on a mis en place le plan départemental de l'habitat. J'en suis le co-auteur avec monsieur le préfet. J'ai toujours pas compris à quoi je servais tout le temps, mais enfin, pardonnez-moi, en dehors du plaisir que j'ai j'alourdis un peu, puisque l'essentiel des responsabilités ont basculé dans les communautés de Gaulo, et vous l'avez bien compris tout ceci. Hein. Mais je crois que dans cet exercice, parce que depuis ce matin, on s'est quand même un peu rassurés les uns les autres sur la nécessité qu'il y avait de rassembler les acteurs. Autorité organisatrice de l'habitat, moi, si j'ai un peu d'autorité et un souffle de vie, je ne compte pas mettre les énergies du département au service d'un schéma départemental auquel je n'aurais pas participé dans son concept. Si je n'ai pas, un regard rassuré sur le social, si je n'ai pas un regard rassuré sur les équipements territoriaux, je ne serai pas un acteur militant et transpirant, comme je le disais tout à l'heure. Autorité organisatrice de l'habitat, peut-être, ce sera certaines les conclusions, peut-être, enfin, je ne veux pas être la paternité de la conclusion, c'est monsieur le préfet. On n'en est pas encore là. Mettez-moi un S à l'autorité organisatrice de l'habitat, ce sera peut-être un signe précurseur et le prélude aux nécessités de collaboration qui vont nous tuer les égoïsmes dans l'œuf. Bien, vous faites déjà des transitions vers la deuxième séquence de cette table ronde. Hein. L'idée, c'est de savoir finalement, qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre liste des courses. Je retiens de tout ce que vous avez dit les uns et les autres. Donc, d'abord, qu'on vous fasse confiance, très bien. Voilà. Après, cette confiance, il faut aussi qu'elle soit palpable, qu'elle soit mesurable. Enfin, en tout cas, il faut donner des matières à mériter cette confiance aussi. Je ne veux pas encore revenir vers vous, Madame le maire de Biarritz, mais puisque toutes les autres communes sont carencées, est-ce que là, il y a matière à avoir confiance? Voilà, c'est sur une loi qui date quand même de plus d'une vingtaine d'années. Vous demandez de la confiance, vous demandez une certaine liberté et malléabilité aussi, là encore, dans l'application de la loi. Vous dites, Biarritz ne rattrapera jamais. Ok, peut-être, oui, mais comment fait-on pour élargir les choses à une autre échelle? Et là, encore une fois, pour mériter cette confiance, et quel type d'outils vous allez pouvoir, quel type d'outils vous demandez, ou quel type de logique, ou quel type peut-être de réorganisation dans toutes ces couches de compétences territoriales, parce qu'on est aussi champion en France pour organiser un millefeuille et organiser des bidules qui vont essayer de résoudre les choses, mais qui, in fine, ne font que les compliquer. Et puis, on est assez créatif en la matière, au gré des différents gouvernements. Et vous évoquiez, monsieur Lasserre, la possibilité de dépasser les égoïsmes locaux. Ok, comment fait-on? Et qu'est-ce que vous attendez de cet État qui ne comprend pas vos particularités, vos énergies, vos dynamismes? Comment on peut arriver, j'allais dire, à recréer un outil, une confiance, une dynamique qui permettent à l'État de vous accompagner et au territoire de se développer. Sachant que la communauté d'agglomération a demandé à être une AOH. Moi, j'ai une réponse à cette question. À l'État, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Mais encore. Je vais m'expliquer. Le millefeuille, on me l'a servi 1000 fois. C'est pas une réalité? Non. Non. Si on faisait les uns et les autres des choses inutiles. Le président du département vient de dire comment le département qui n'a plus d'obligation à intervenir en matière de logement continue à intervenir. Moi, je dis, tant mieux. Et on travaille fort bien avec le département là-dessus, qui injecte de l'argent, qui a un office départemental de l'habitat, tout comme on a un office de l'habitat également rattaché à la communauté d'agglomération. Tout ceci prospère. On a même créé une société qui regroupe les deux entités. Donc tout va bien. Alors, vous allez me dire, vous avez créé une société, des regroupements, mais oui, tout va bien. Et c'est pas parce qu'on fait des choses, et c'est pas des comités théodules, c'est tout simplement la nécessité qu'il y a entre collectivités qui sont dans les logiques différentes. Alors, moi je ne suis pas si pessimiste que ça, parce que quand j'ai beaucoup entendu parler d'égoïsme, mais je vais vous dire, est-ce que vous croyez que le travail qu'on fait à la communauté d'agglomération cette fois, avec 158 communes, dont 111 communes de montagne, la plus petite commune à 70 habitants, la plus importante c'est Bayonne avec ses 54 ou 55 000 habitants,
des situations évidemment très différentes. Mais nous avions sur les 158 communes quasiment 120 ou 130 communes qui n'avaient pas de document d'urbanisme. Je le dis à la louche. Je parle au passé. L'agglo a été créé il y a 7 ans et il n'y aura plus, je dis bien plus, aucune commune sans document d'urbanisme. Mieux que ça. Vous dites égoïsme. Pas du tout. Parce que, figurez-vous que tous les élus ont arrivé à se mettre d'accord pour finalement avoir, non pas 158 PLU, mais 5 PLUI. 3 d'entre eux sont déjà dans une phase décisive. Je regarde ma directrice de l'urbanisme à l'agglo. 3 sont quasiment à une étape décisive. Et quant aux 2 autres, les grands arbitrages politiques, parce qu'on ne vous dit pas qu'il n'y a pas de discussion, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, c'est évident. Sauf que, moi je vous dis, en 2026, au plus tard 2027, au Pays Basque, toutes les communes auront un document d'urbanisme. Je dis bien toutes les communes. Et nous n'aurons que 5 PLUI. Alors, ça veut dire qu'il a fallu se rencontrer, qu'il a fallu se trouver, au-delà des divergences, parce que nous, la différenciation, vous comprenez, l'État n'arrive pas à comprendre et à mettre en place une... Je ne dis pas l'État, les représentants de l'État, je suis ici dans le système. Et d'ailleurs, notre intervenant tout à l'heure parlait de l'approche systémique. Nous avons une approche systémique. Car on considère que les politiques publiques ne peuvent être gérées qu'à une échelle pertinente. Alors, l'ensemble du Pays Basque constitue une échelle pertinente pour pouvoir embrasser ces politiques, dont la politique de logement. Or, en l'occurrence, nous avons une politique de logement qu'on va décliner dans le schéma de cohérence territoriale, dont il a été question tout à l'heure. La directrice de notre SCOT s'est exprimée, c'était Laetitia Delorme. Et nous avons, nous, après, tous les maires qui se sont retrouvés, avec tous les adjoints à l'urbanisme qui se sont retrouvés pour se fixer des objectifs. Et au moment où je vous parle, je ne vous dis pas qu'il n'y ait pas eu des choses à arbitrer. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas eu des problèmes à régler. Je vous dis que le Pays Basque sera doté de 5 PLUI dans quelques mois. Alors, ça veut dire simplement que sur l'essentiel des orientations politiques, on s'est mis d'accord, y compris sur les questions de logement, parce qu'on veut mettre un petit peu dos à dos en se disant, voilà, ils se disputent, etc. Machin. Non. Enfin, on n'est pas d'accord sur tout. Et puis, surtout, on apprend à se connaître et à voir comment on peut être fort dans les différences. Vous comprenez, Biarritz, qui a ces difficultés dont on vient de parler, c'est une marque internationale. Qui, au Pays Basque, va regretter que nous ayons chez nous une ville qui a l'auréole de Biarritz? Personne. Bon, donc on est tous à considérer qu'on a nos particularités. Et c'est de cela qu'on parle les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à se mettre d'accord. Et c'est comme ça qu'on a eu un projet politique au Pays Basque. Et qu'on le décline aujourd'hui au travers d'une multitude de documents, dont les documents d'urbanisme. Donc vous êtes plutôt confiant dans votre capacité à résoudre vos problèmes locaux et vos particularismes. Je répète ma question. Qu'est-ce que vous attendez, au-delà de la confiance, de la part de l'État Mais qu'elle nous laisse faire. Oui, non, mais ça veut dire quoi très concrètement? Écoutez, vous aurez compris que moi, je considère que l'État est aujourd'hui... En trop alors, je te parle... Non, pas en trop. Ah, non, surtout pas, parce que l'État est un garant Tout à l'heure, les personnes qui ont introduit le débat sont venues parler de la mixité sociale. Qui d'autre que l'État peut venir de temps en temps faire la police sur ce sujet? L'État est dans son rôle, et il le fait. Alors il le fait, après bien sûr avoir discuté avec les maires, etc. C'est pas quelque chose, on n'est pas tout de suite à la sanction. Mais bon, l'État doit, dans un certain nombre de domaines, c'est le cas en matière de logement. Moi je considère que l'État doit continuer à être très présent sur la politique du logement. Je ne dis pas le contraire. Mais par contre, donc on vous parlait allez continuer à payer, des autorités continuer à payer pour pouvoir développer du logement à l'échelle de l'agglo, c'est ça? Enfin, si on continue la logique. Mais puisque vous parlez de payer, je voudrais vous dire ce que rapporte la politique du logement à l'État. C'est 88 millions d'euros de recettes. Au sein de l'agglo? L'État. Milliards. J'ai dit milliards d'euros de recettes. En face de ça, 38 milliards, je dis bien milliards, de dépenses. Delta de 50. Et quand nous disons nous,
il faut un plan de relance. Alors là, pour le coup, je l'appelle à l'État, parce que c'est au niveau de l'État. Donc on a besoin d'État. Mais ce plan de relance, on peut le financer avec l'argent qui est induit par la politique de logement. C'est ni plus ni moins ce que nous, on considère dans nos collectivités. Et après, le président Nasser a parlé, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas 2 autorités organisatrices de l'habitat? Bon, moi, je réclame à corps et à cri, c'est la création d'une autorité organisatrice de l'habitat à l'échelle du Pays Basque, c'est-à-dire notre communauté d'agglomération qui a la compétence en matière de logement. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, après, il faut reconnaître d'autres avancées qu'on a pu faire en matière de logement. Puisqu'on a parlé tout à l'heure des meubles et du tourisme, on a un règlement de compensation dont je me plais à considérer aujourd'hui, c'est assez unique en France, assez drastique, trop aux yeux des plateformes Airbnb, qui doit passer l'épisode de la Cour administrative d'appel dans quelques semaines, et on verra si c'est bien confirmé, mais qui a priori nous a déjà permis d'arrêter l'hémorragie. Et d'ailleurs, la maire de Biarritz le sait bien, qui d'ailleurs mène une politique extrêmement sévère là-dessus, de contrôle avec ses services, et on s'y met tous. Donc, on avance à la règlement de compensation. Et ça veut dire que les élus se mettent ensemble sur ces sujets-là. Ils ne sont pas égoïstes, ils travaillent ensemble. Et quant à l'encadrement des loyers, monsieur le préfet va, dans les semaines qui viennent, parce qu'on est à la fin d'un process, signer un arrêté sur l'expérimentation concernant l'encadrement des loyers. On a très bien travaillé avec l'État là-dessus. Alors, bien sûr, certains vous diront, mais c'est lent, etc. Bon, nous-mêmes avons eu quelques retards, la communauté d'agglomération là-dessus, parce qu'il a fallu que... Parce que, vous savez, il y a des choses qu'il faut comprendre dans les retards. Très rapidement. Mais parce qu'on a dû faire des études, un certain nombre d'études que l'agence d'urbanisme a réalisées pour fonder la position que prendra le préfet, à défaut de quoi on serait dans une forme d'illégalité. Et ça, bien évidemment, on voulait l'éviter. Et le dernier point que je voulais dire, et j'ai terminé là-dessus, j'appelle de mes voeux un autre encadrement, c'est celui du prix du foncier. Et je sais que ceci fait mouche sur certains parlementaires. Je sais qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui disent « Ouh, mais la constitutionnalité, mais travaillons la constitutionnalité, ouvrons le dossier ». Après tout, est-ce qu'on n'a pas déjà enfoncé un coin avec le BRS sur la question du droit de propriété inviolable et sacré, puisqu'on a dissocié le foncier du bâti? Alors, je me demande pourquoi on n'irait pas aussi loin, c'est-à-dire effectivement avec un encadrement du prix des fonciers. Parce que ce que disait madame la sénatrice il y a un instant, quels sont les prix des boards, on voit quand même la difficulté. Non, mais je pense qu'il y a une véritable petite révolution qu'il faut faire aujourd'hui sur le sujet du droit de propriété. Je suis désolé, tout en restant dans la Constitution, tant que faire se peut quand même, mais il y a certainement un travail à faire là-dessus. Maïder Arostegui, qu'est-ce que vous attendez? Plus de décentralisation, de différenciation? Alors, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'intervenants qui ont été extrêmement intéressants. Il y a un intervenant qui m'a interpellée, c'est M. Lépine, qui est allé un peu à rebrousse-poil. Et je trouve que ces réflexions sont intéressantes, bien évidemment pas pour le court terme, pour le long terme. Et j'inviterai M. Lépine, s'il est toujours dans cette enceinte, à proposer ses services pour un prochain... mandat du président de la République. Il y a toujours des groupes qui travaillent. Qui se voient déjà. Voilà. Et non, pas forcément président, mais en tout cas qui puissent confier ces réflexions à des candidats, quelle que soit leur couleur politique, parce qu'effectivement, le constat est sans appel. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire national dans lequel, traditionnellement, le refuge, c'est la pierre ou c'est l'or. Donc, les gens, pour investir, lorsqu'ils ont de l'argent, se tournent soit vers l'immobilier, soit vers l'or, on va dire, des choses un peu stables. Il y a aussi les nouvelles formes d'investissement. J'ai inauguré il y a 48 heures ou hier, je ne sais plus, le congrès sur le Bitcoin. Donc on est sur des nouvelles formes d'investissement sur des populations, on va dire, un petit peu plus jeunes. Il y a aussi des gens beaucoup plus jeunes qui investissent sur d'autres éléments. Ce sont tous les jeunes start-upers qu'on récupère et qui très rapidement se font beaucoup d'argent.
Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité d'imaginer le futur et d'imaginer le logement sur un modèle qui paraît aujourd'hui ne plus fonctionner? Alors nous, on est dans ce cercle hyper fermé dans lequel, sur le court terme, il faut qu'on réponde à l'appel de tous nos citoyens qui n'arrivent pas à se loger. Donc on recherche des solutions court terme. Et je pense que dans les solutions long terme, il faut effectivement travailler un modèle peut-être complètement différent. Il y a eu des innovations avec le bail réel solidaire dont on est extrêmement friand, qui permet justement à nos classes moyennes, à nos jeunes, de devenir propriétaires à un prix bien inférieur à celui du marché, tout en restant locataires du terrain. Il y a peut-être à imaginer que ce BRS ne soit pas que aux mains des bailleurs sociaux et puisse, par exemple, être utilisé par des promoteurs. En tout cas, je pense que tout a été dit. Il y a l'idée de la confiance, il y a l'idée de repenser le modèle. Il y a l'idée que l'État nous accompagne sur le court terme pour donner des réponses court terme à des situations d'urgence, comme la construction des logements sociaux, les recours. Et peut-être effectivement travailler plus. J'entends beaucoup de choses qui sont des contraintes. C'est vrai qu'on est obligé souvent de contraindre. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas contraindre sans faire de l'incitatif d'un autre côté. Donc je pense qu'il faut réfléchir à une fiscalité extrêmement incitative, tout en maintenant des contraintes. Il faut qu'on travaille main dans la main, en transpartisan, et imaginer des solutions qui permettent à court terme, à moyen terme et à long terme de répondre à ces difficultés qui sont une difficulté vitale, puisqu'une dame âgée l'autre jour m'a dit « Madame, on ne meurt plus de faim en France, mais par contre on peut mourir d'être dans la rue et de ne pas avoir de logement ». Oui. Si vous avez le futur ministre du Logement devant vous, qu'est-ce que vous allez lui demander? Alors, moi, il est peut-être devant vous d'ailleurs. Ce que j'ai demandé, ce que nous avons demandé, puisque j'ai fait un rapport avec mes deux collègues Dominique Estrosi-Sassone et Ahmed Gaker sur la crise du logement, et nous avons fait un constat que cette crise elle était devenue aussi une crise de la demande qui impacter encore plus l'offre de logement. Et nous avons fait des propositions sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et sur le long terme, c'est la question de la décentralisation. Et effectivement, il y a beaucoup que nous avons auditionné ici, particulièrement des aussi présidents d'associations d'élus locaux. Et tout le monde nous a dit que la décentralisation, sans les moyens qui vont avec et sans une ligne de route, ils n'en voulaient pas. Donc nous, ce que nous proposons, c'est pas une décentralisation. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est Lionel qui en a parlé aussi, mais d'autres aussi, que l'État doit être le garant de la politique de logement. Il doit être le garant. Donc il faut une loi de programmation, une loi cadre qui fixe les grandes priorités de l'État sur la question du logement. Ensuite, il faut, avant de faire cette loi de programmation, il faut faire, ça a déjà été dit par des intervenants, une analyse des besoins, mais une analyse des besoins sur le long terme. C'est Pierre Madec qui en a parlé, je sais que c'est pas facile, mais il faut quand même qu'on arrive à déterminer où, pas qu'un besoin en termes de quantitatif, 500 000 logements, ça n'a aucun sens pour moi. C'est quel type de logement? Du logement social, du logement intermédiaire, pour qui, quand, où surtout, où, voilà, en fonction des besoins. Et ça, on peut s'appuyer sur les élus locaux pour faire cette analyse des besoins. Et donc, après, cette loi cadre, elle doit donner aussi des outils aux élus locaux et aux autorités organisatrices de l'habitat pour qu'ils puissent appliquer une politique locale du logement qui déclinera territorialement en fonction des spécificités de chaque territoire les besoins de chaque territoire. Cette loi doit se décliner localement de façon différenciée sur les territoires et donc les élus doivent avoir des outils qui leur permettent de faire cette différenciation. C'est ce que je lui demanderai, c'est ce que nous avons proposé dans notre rapport, notre rapport. Donc déjà qu'ils relisent le rapport que vous avez... Voilà, exactement. Très bien, on a 3 minutes, mais pas une de plus pour des questions ou des remarques dans la salle, c'est maintenant, et c'est vraiment 3 minutes, pas plus. Qui voudrait réagir? Une main se lève là-bas, un micro va vers lui ou pas? Si. Oui, d'accord. Jean-Pierre Etcheverry, CFDT, administrateur, Office 64. J'avais posé une question lors d'un conseil d'administration concernant Biarritz. Il a été oublié de dire qu'il y a aussi un couloir aérien
Or, cette question a été posée au gouvernement. Il paraît qu'il y a 3 ministères qui sont concernés. Depuis 3 ans, on attend une réponse. Bon, c'est pas aujourd'hui on n'a pas de gouvernement. Mais enfin, on peut réduire ce couloir et on peut mettre des terrains constructibles. J'espère que monsieur le préfet fera un rapport et fera remonter cette question, puisque Biarritz paye 2 millions d'amendes et les contribuables seraient vraiment soulagés si on pouvait payer beaucoup moins. Merci pour cette intervention. Une autre intervention, une autre remarque. Il reste 1 minute. 1 minute. Quelqu'un n'a pas d'esprit de synthèse, on n'a pas d'esprit synthétique pour nous faire une remarque synthétique ou une conclusion synthétique? Non, eh bien, la fatigue, très bien. Eh bien, merci à vous toutes et tous.